Bonjour tout le monde. C'est moi Suzanne et je vais commencer la présentation et David va prendre le relais après. Donc, en vous parlant du deuil à l'ère de l'aide médicale à mourir, aujourd'hui, on a trois messages principaux de cette présentation. D'abord, on reste avec l'idée que le deuil est relationnel et notre objectif est la relation entre les soins palliatifs et ceux qui font le deuil après une mort assistée. Donc, on a comme but de sensibiliser vous, nos collègues en soins palliatifs, aux expériences de deuil des personnes qui ont accompagné quelqu'un dans l'aide médicale à mourir. Donc, on a fait une étude narrative et on trouve que les narratives sont la meilleure façon d'exprimer cette façon. Donc, on va vous raconter quelques histoires aujourd'hui et partager quelques thèmes préliminaires de notre analyse. Et voilà. Donc, sur votre écran, vous verrez les deux autres membres de l'équipe. Marjorie est en sciences infirmières à McGill. Elles sont toutes les deux à McGill. Mary Ellen McDonald est dans la médecine dentaire et elle est anthropologue médicale. Et je pense qu'elle est parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas si Marjorie est parmi nous aujourd'hui, mais on voudrait aussi souligner l'aide essentielle de Lisa Chan, qui est une collègue à Victoria, qui a aussi travaillé avec nous. Donc, le deuil. Qu'est-ce que c'est que le deuil? On voudrait commencer par vous orienter sur nos théories, notre point de vue théorique pour que vous sachiez comment on y pense. Donc, on n'est pas fan des stages du deuil. Et donc, ce que vous avez devant vous, c'est le modèle de Stroby-Schutt et Stroby, qui est comme un ventilateur, qui est un modèle de oscillation. Donc, ça montre qu'il y a un effet vraiment un peu chaotique entre l'orientation vers le deuil, vers la perte, et l'orientation vers la vie et restaurer sa vie. Et donc, ça fait partie de notre orientation. Et l'autre théorie, c'est les liens qui continuent. Donc, Denis-Claude et ses collègues ont parlé c'est eux qui ont commencé à parler des continuing bonds en anglais, donc les liens qui continuent en français. Et donc, il n'y a pas vraiment de modèle, il n'y a pas un tableau pour ça, mais ce que ça comprend, c'est que la mort ne finit pas une relation, la mort transforme une relation. Donc, quand quelqu'un meurt, on doit trouver une nouvelle façon d'être en relation avec la personne qui est décédée. Donc, les images que vous voyez devant vous, à gauche, c'est Les enfants Farwell, c'est une œuvre d'art brut qui se trouve à New York et qui était peint, on ne sait pas exactement, mais qui était peint juste après ou juste avant la mort de l'enfant le plus jeune. Et donc, cette peinture a comme but de fixer ce jeune enfant dans la famille, entre ses frères et sœurs, pour toujours. Les autres vont avancer en âge, mais le plus petit ne va pas avancer en âge, mais restera en relation avec ses frères et sœurs. Donc, c'est un tableau qui montre les liens qui continuent. Et à droite, c'est un tatouage qui était
commémore c'est un père qui a un tatouage pour son fils. Ça vient d'une étude qu'on fait à part de quelques membres de l'équipe, font partie d'une autre équipe de recherche sur les tatouages commémoratifs. Et ça, c'est un exemple. Et les tatouages sont aussi une façon de montrer les liens qui continuent. Donc, voilà comment on comprend le deuil. La problématique devant nous, comme vous savez, l'aide médicale à mourir est devenue légale. Bon, 2015 au Québec, 2016 dans le reste du pays. Et le deuil est quand même plus ou moins caché, mal compris, un peu tabou, comme on verra plus tard aussi. Et quand on a regardé les autres études et les autres endroits du monde où l'aide médicale à mourir, si ça s'appelle comme ça ou pas, existe depuis des décennies, il y a en fait très, très peu de recherches sur le deuil après, sur les membres de famille, des amis qui ont vécu la mort de quelqu'un de manière assistée. Donc, entre nous, notre équipe, on se posait la question, quelles sont les expériences du deuil dans ce contexte? Et voilà, donc c'est ça qui nous a mené à entreprendre cette étude. Donc, on a pris une méthodologie narrative parce qu'il y a assez peu de recherche et on voulait vraiment comprendre l'expérience. Donc, la méthodologie narrative semblait la meilleure façon. On a interviewé 26 participants en Ontario et au Québec, des conjoints, des conjointes, des enfants adultes, bien sûr. C'était des participants qui avaient plus de 18 ans, des sœurs, une sœur, des amis, la fratrie. Et on a interviewé, c'est pratiquement 50% d'Ontario, 50% du Québec. Et à chaque entrevue, on avait 2 chercheurs qui faisaient l'entrevue. Et on a commencé avant COVID, donc il y a quelques entrevues qui sont en personne. Et on a fait une pause avec COVID et on a continué en ligne et donc la majorité de nos entrevues sont en ligne, mais tous avec 2 chercheurs. Et en faisant les entrevues, on a invité tout le monde à emmener une photo ou un objet qui rappelle leur personne. Et je voudrais aussi ajouter qu'on vient tout juste de finir d'interviewer et on est vraiment au début de l'analyse. Donc, ce qu'on partage avec vous, c'est un début de nos idées. C'est pas une analyse finie, fixée. Et voilà. Donc, dans les entrevues, on avait 3 questions générales. On commençait en demandant à la personne de parler de la personne qui est décédée. Et ensuite, on posait des questions sur le deuil. Et ensuite, on posait des questions sur l'expérience de l'aide médicale à mourir. On a décidé de faire comme ça parce que les autres études qui sont en cours ailleurs, qu'on connaît, sont tous plus ou moins avec il s'agit tous de l'expérience de l'aide médicale à mourir et non pas du deuil spécifiquement. Le deuil, dans certains cas, ça vient après, mais c'est pas centré sur le deuil. Donc, nous, on voulait centrer sur le deuil, donc on a décidé de commencer par la personne qui est décédée et puis le deuil ensuite. Donc, on centrait ces questions-là et l'expérience après. Aujourd'hui, on va partager 2 histoires, William et Mélanie, et puis d'autres, vous aurez d'autres citations des entrevues dans les textes. C'est à noter qu'on utilise des pseudonymes, donc quand on dit William et Mélanie, ils ne s'appellent pas comme ça.
Et pour les histoires, on a choisi deux histoires qui sont bon, elles sont toutes des histoires très importantes, mais on a choisi deux histoires différentes pour plusieurs raisons. Donc, la première en Ontario, et là, c'est un couple d'hommes mariés depuis 28 ans et un des hommes est mort juste après légalisation de l'aide médicale à mourir. Donc, et puis l'autre au Québec et en français avec une mort plus récente pendant la pandémie. Donc, pour la première histoire, je vais vous parler de William. William est un homme qui a la cinquantaine et il travaille à plein temps. Lui et son mari, Jean-Pierre, ont vécu toute leur vie de 28 ans ensemble dans une petite ville, un village, il appelait ça comme ça, en Ontario. Et William y habitait encore au moment de l'entrevue. Jean-Pierre a eu un cancer de la gorge et il a eu une mort assistée au mois de janvier 2017, donc juste après légalisation de l'aide médicale à mourir. William avait travaillé dans le domaine des soins palliatifs et avait été très actif pendant l'épidémie du VIH-Sida pendant les années 80-90, de sorte qu'il était très familier avec le deuil. Par exemple, il a anticipé un certain nombre de ses propres réactions. Il s'attendait à ce qu'il ressent une vague de culpabilité juste après sa mort de son mari. Donc, il a pris le soin lui-même d'avoir un ami qui était là, qui était dans la maison, mais pas dans la pièce quand Jean-Pierre a eu l'intervention. Effectivement, William a ressenti sa culpabilité et avec l'aide de son ami, il a pu en parler. Donc, il connaissait très bien ses sentiments et il attendait un peu ses réactions du deuil. William et Jean-Pierre, en prenant la décision concernant l'aide médicale à mourir, ont décidé qu'ils devaient être complètement honnêtes l'un avec l'autre. Donc, ils ont discuté de tout ce qui est arrivé au fur et à mesure que les situations se présentaient. Par exemple, Jean-Pierre était trop faible pour parler au médecin au moment où il a décidé qu'il était temps de fixer le rendez-vous pour l'intervention. Et donc, c'est William qui a fixé la date pour l'intervention de l'aide médicale. Et William était un peu perturbé et il en a discuté avec Jean-Pierre et il lui a dit qu'en fait, il venait de choisir la date où il allait devenir veuf. Après avoir choisi les dates, par contre, il leur restait 3 jours. Et William a dit, c'était, et je cite, les 3 meilleurs jours qu'ils aient passés de toute la maladie de Jean-Pierre. Ils ont pu réduire sa morphine, ils se sont baladés, ils sont partis annoncer aux membres de la famille et des amis que la date était choisie, qu'il avait choisi l'aide médicale à mourir, et ils ont été dire leurs adieux. Ils ont parlé de leur vie après, ils ont parlé du deuil, et ils ont accepté tous les deux de toutes leurs réactions. Ils ont aussi ensemble conçu l'urne pour les cendres de Jean-Pierre. Et malheureusement, Jean-Pierre ne l'a jamais vue parce que l'urne était terminée le jour après sa mort, mais l'urne est dans l'image des mains de William qui tient la fleur préférée de Jean-Pierre, dont j'ai choisi cette photo pour aller avec l'histoire.
C'est à noter aussi que William, qui a travaillé dans les soins palliatifs, considère que l'aide médicale à mourir fait partie des soins palliatifs. Et il a fait du travail en reconnaissant que ce n'était pas toujours le cas. Il fait du travail avec une équipe des soins palliatifs dans son coin d'Ontario pour augmenter leur documentation sur l'aide médicale à mourir. Et tous les deux, William et Jean-Pierre, ils considéraient que c'est important de lutter contre la déstigmatisation de l'aide médicale à mourir. Voilà, William, et je passe la parole à David. Alors, merci beaucoup, Suzanne. Est-ce que vous m'entendez et vous me voyez? Oui, c'est parfait, merci. OK. Alors, je vais vous introduire à Mélanie. La mère de Mélanie a grandi dans un milieu très conservateur et très catholique. À l'âge de 14 ans, elle a rejeté la religion. Et Mélanie nous explique qu'au commencement de la crise de SIDA, sa mère a perdu un meilleur ami gay à une époque où les homosexuels n'étaient pas du tout acceptés dans sa région. Alors pour Mélanie, cela veut dire que sa mère avait une ouverture d'esprit et a toujours été avant-gardiste, jamais portant un jugement aux autres et jamais peur d'aller plus loin que les normes sociales. Quand on demande à Mélanie comment elle vit le deuil de sa mère, elle nous répond en pleurant que c'est épouvantable. Elle avait une proximité avec elle, une aisance, une intimité qu'elle n'a avec aucune personne d'autre. Elle nous dit qu'elle n'arrive pas à parler de sa mère au point où, quand elle est décédée, Mélanie a dit à ses amis « Je ne veux pas qu'on m'en parle jamais, à moins que moi j'en parle, parce que je ne suis pas capable. » Sa raison, c'est qu'elle elle a une crainte de ne pas être écoutée proprement. Dans ces mots, je ne veux pas en parler si je ne me sens pas écoutée. C'est tellement sacré que je ne veux pas risquer d'en parler avec des gens qui ont une écoute moyenne. Mélanie nous explique que l'aide médicale à mourir a donné une sérénité à sa mère dans ses derniers jours. Mais lorsqu'on lui demande « Et comment est-ce que ça a été pour vous ?» elle nous répond « Moi, j'étais moins sereine. » C'est difficile de savoir qu'à chaque jour, chaque heure qui passait, c'en était une de moins. Puis, lorsqu'elle nous partage ses propos, elle était en train de pleurer. Chaque matin, en me levant, c'était très difficile parce que je savais que c'était une journée de moins. Maintenant, elle n'a pas partagé ses sentiments avec sa mère parce qu'elle ne voulait pas la tourmenter, ça c'est son mot, dans ses derniers jours. Alors, elle nous dit, donc, j'ai gardé ça pour moi. À travers le temps qui s'est passé depuis son décès, le décès de la mère de Mélanie, Mélanie rêve souvent à elle. La nature de ses rêves a changé avec le temps. Alors, au début, c'était plutôt des cauchemars. Alors, par exemple, on lui annonçait qu'elle est décédée, puis elle se réveillait en criant. Mais maintenant, dans ses rêves, elle passe du temps avec sa mère. Par exemple, des fois, elles cuisinent ensemble. Des fois, ses rêves lui font du bien et des fois, elles lui font de la peine. Mais dans ces mots, ma relation avec ma mère se poursuit à travers mes rêves. Le temps qu'on a passé, alors Suzanne et moi, avec Mélanie, s'est caractérisé par une forte intensité émotionnelle. Mélanie ressent beaucoup de peine dans son deuil et c'est clair que cette peine s'attribue non au fait d'avoir vécu une aide médicale à mourir, mais d'avoir perdu sa mère. Mais en même temps, il y a des aspects importants de cette peine qui sont spécifiques à l'aide médicale à mourir. En raison de la pandémie, Mélanie a fallu conduire sa mère à une maison funéraire où un médecin avait accepté d'administrer la procédure. Mélanie nous raconte sa difficulté avec ceci. Alors ça, c'est une citation de son entrevue.
parce que c'est moi qui l'a amené là. C'est moi qui a mis ses chaussures. C'est moi qui l'a aidé à s'habiller. Je l'ai aidé dans toutes les étapes des derniers jours. Cet accompagnement-là, fallait que je le fasse. C'est ça qu'elle voulait, puis je ne l'aurais pas fait différemment. Mais je suis parti avec une voiture où ma mère était assise à côté de moi. Je suis rembarqué dans l'auto, puis elle était morte. C'est pas une culpabilité, mais comment le dire? Je me sens pas coupable. J'ai fait quelque chose qu'elle voulait, mais il me semble que c'est pas le rôle d'un enfant. Je sens quand même que j'ai un peu tué ma mère. Maintenant, c'est très important de préciser que Mélanie n'est pas du tout contre l'aide médicale à mourir. Elle est fière de sa mère d'avoir choisi cette manière de fin de vie. Elle nous dit qu'elle ferait le même choix à sa place et elle nous partage son opinion que choisir l'aide médicale à mourir ainsi qu'accompagner un proche là-dedans est un acte courageux, mais qui, dans son cas, vient aussi avec un poids énorme qu'elle trouve difficile. Mélanie se demande si elle est toute seule à vivre cette poids ou si d'autres enfants de personnes ayant choisi l'aide médicale à mourir ont eu des expériences similaires. Elle n'a reçu malheureusement aucun soutien à ce sujet, ni avant que sa mère soit décédée, ni après. Alors, ces deux histoires de William et de Mélanie présentent quelques similarités et quelques différences. Tous les deux mettent une emphase sur la beauté de l'expérience. Alors, bien que la beauté soit mise plus de l'avant dans l'histoire de William, alors Suzanne vous a expliqué que ces 3 jours étaient les meilleurs 3 jours de toute la maladie. Mélanie précise que pour elle aussi, sa mère a eu une belle mort. Elle nous explique dans ses mots, « Je suis contente qu'elle a fait ce choix-là parce que c'est ce qu'elle voulait. Puis j'ai trouvé sa mort tellement paisible, entourée de tout ce qui lui était cher. En fait, j'ai tellement trouvé son décès beau parce qu'on était tous autour d'elle à la toucher, puis je me suis dit, ben ça reflète exactement sa vie, dans le sens où c'était plein d'amour, puis elle est partie avec nous tous autour. Oui, elle est partie et c'était beau. Mais comme on l'a vu, l'histoire de Mélanie démontre aussi des nuances qui caractérisent cette belle mort. Par exemple, elle n'a pas vécu la sérénité de la même manière de sa mère et n'a pas pu lui parler à ce sujet. Alors, ça nous apporte à le premier thème que je veux aborder, nuancer la belle mort. Alors, cette image que vous voyez à l'écran correspond pour moi aux images qu'on associe souvent à la belle mort. Les couleurs et l'illustration évoquent la sérénité, la beauté. La personne est entourée de proches qui se soutiennent entre eux. Je dirais que pour la majorité de nos participants, ces types d'images figuraient fortement dans leur récit. La possibilité de créer de telles scènes expliquait pourquoi, pour nos participants, l'aide médicale à mourir a généré des mémoires très significatifs qui étaient un confort dans le deuil. Mais en même temps, comme la soulève l'histoire de Mélanie, il y a des nuances à faire. Voyons ici 2 exemples. Alors, le père de Mélissa a décédé à la maison et elle explique ses sentiments au moment où le médecin est arrivé pour administrer la procédure. Je dirais que lorsque le médecin a frappé à la porte, je ne voulais pas l'ouvrir. J'aurais voulu verrouiller la porte et dire non, 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 je ne suis pas encore prêt. Mais ce n'était pas mon choix. Pour Andrea, ce sentiment de ne pas être prêt s'est étendu tout au long des jours précédant la mort de son père. C'est intéressant ici de rappeler l'histoire de William, pour qui les 3 derniers jours étaient les meilleurs de la maladie. Pour Andrea, du lundi au jeudi, il faisait des appels, alors il, le père, faisait des appels téléphoniques, envoyait des emails, des gens sont venus à la maison, il a raconté des histoires, il a ri, il a parlé, parlé, parlé. Il a adoré ces derniers jours. Mais pendant ces 4 jours, c'était la torture pour ma sœur, pour ma mère et moi-même. Ce qui est important de préciser ici est
Ces deux passages ont été offerts lors d'une discussion plus générale faisant témoin de la beauté de l'expérience de l'aide médicale à mourir et l'impact de cette beauté sur le vécu émotionnel dans le deuil. Alors, Andrea, par exemple, nous explique qu'elle se sent fière et heureuse que son père a eu la chance de mourir de cette manière. Melissa partage son impression que le tout était très paisible, ce qui lui amène du bonheur dans son deuil. Mais comme pour Mélanie, ça serait une erreur d'interpréter les passages de Melissa et Andrea comme si elles sont contre l'aide médicale à mourir. Mais en même temps, les détails de leurs vécus apportent toutefois des nuances à l'image de la belle mort qui domine les histoires de plusieurs de nos participants, ainsi que le discours public. Je vais vous donner un deuxième exemple. Voici les mots d'une participante qui a choisi de ne pas être présent au moment où son ami a reçu l'aide médicale à mourir. Alors, dans ces mots, l'aide médicale à mourir, c'était le rythme. Le rythme, pour moi, ça a été difficile. La culpabilité de ne pas pouvoir assister, de ne pas vouloir, c'est ma grande souffrance parce que c'est l'occasion de faire des adieux. L'aide médicale à mourir, c'est l'occasion de témoigner, de faire des adieux, mais moi, j'étais comme incapable de faire des adieux. Je ne voulais pas y faire des adieux. Je n'étais pas prête à y faire des adieux. Fait que même si on dit que c'est une belle opportunité, on peut témoigner de notre amour, c'est comme non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne pouvais pas. Ici, on voit l'influence de la trame narrative de la belle mort qui influence directement un sentiment de culpabilité dans le deuil. L'aide médicale à mourir est largement considérée dans le discours social comme une opportunité de créer des scènes qui se caractérisent au moment du décès par la tendresse et la convivialité. Mais pour Lise, elle avait trop de peine pour pouvoir participer à une telle scène. Elle a choisi de ne pas être présent au moment où son ami est décédé. Mais encore une fois, pour préciser, comme tous les autres participants, elle n'est pas contre l'aide médicale à mourir. Dans ces mots, c'est une mort paisible, c'est une mort qui est douce, mais moi, j'étais incapable. Pour moi, la seule image que j'avais, c'est que, on le voit vivant, on le voit mort tout de suite, à quelques minutes d'intervalle, puis je pensais, je vais m'effondrer, je vais être sur le plancher. Pour moi, ça aurait été plus facile de continuer de le voir à tous les jours, de lui mettre de la musique, de lui masser les mains, lui masser les pieds. Ça aurait été mon rythme à moi. Mais ça n'a pas été son rythme à lui et j'avais dit que je le respecterais. Le fait de ne pas pouvoir être présent au décès de son ami a interféré avec la possibilité d'accéder du soutien dans son deuil. Alors, Lise nous explique que je pense que j'ai aussi peur du jugement, fait que ça m'a empêché d'aller chercher du soutien. C'est-à-dire, comment ça se fait que tu es même pas capable d'accompagner ton ami? Le monde considère que c'est une belle mort. Je suis comme, on dirait, un extraterrestre à part là. Quand je parle de mon témoignage, parce que tout le monde me dit « Ah mon Dieu, quelle belle mort! Tout le monde devrait mourir comme ça, c'est merveilleux! » Mais ce n'est pas ça que j'ai vécu. Fait, je suis un peu comme un extraterrestre. Alors ça, c'est les propos de Lise. L'hésitation qui a été exprimée par Lise de parler ouvertement de son deuil avec ses amis nous amène à la deuxième thème, les négociations autour de la divulgation. Julie nous explique comment son deuil pour son mari est, dans ses mots, différent. C'est différent parce que ma famille sait et mes amis proches le savent qu'il a eu une mort assistée, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Je pense toujours qu'il y a beaucoup de jugements à ce sujet et donc ce n'est tout simplement pas quelque chose que tu partages parce que je ne veux pas qu'il pense moins à lui. Bien que le choix de divulguer ici pour Julie est une négociation à l'intérieur d'elle-même,
Pour Vanessa, c'est une négociation avec d'autres membres de la famille. Ma mère et moi avons écrit quelque chose à envoyer à toute la famille et à ses amis. Je l'ai préécrit, j'en ai parlé avec ma mère. Ma mère a spécifiquement dit « Je veux qu'il soit mentionné que c'était l'aide médicale à mourir ». Mais mon père, après le décès, était tout hésitant. Il m'a dit « Je ne pense pas que vous devriez l'envoyer en disant cela ». Alors, l'hésitation parmi certains de nos participants aux questions de la divulgation démontre l'influence de la stigmatisation. Cette influence a été particulièrement importante pour les personnes religieuses. Nous avons parlé avec plusieurs personnes qui décrivaient une capacité de réconcilier totalement des valeurs religieuses avec l'aide médicale à mourir, mais aussi une hésitation à partager ouvertement de leurs expériences à l'intérieur de leur communauté religieuse. Ceci a marqué le temps avant la mort, par exemple, lorsque la personne voulait ressentir la présence d'une personne importante et religieuse avant son décès, mais aussi après. Par exemple, lorsque les participants décrivaient falloir choisir leurs mots avec beaucoup d'attention pour ne pas provoquer un rejet des autorités religieuses, par exemple, lorsqu'ils rédigeaient les notices nécrologiques. C'était très important de ne pas provoquer un rejet des autorités religieuses parce que ça pourrait les prévenir à atteindre les rites funérailles qu'elles souhaitaient. J'aimerais souligner ici que les questions de divulgation sont plus larges que la question d'admettre à l'aide médicale à mourir ou non. Considérons par exemple Mélanie, pour qui ses mémoires et son expérience sont sacrées. Elle ne peut pas parler de son deuil à moins qu'elle se ressent en sécurité avec une autre personne qui lui offre une écoute active. D'autres participants nous ont partagé qu'elles avaient réfléchi beaucoup avant notre entretien. Plusieurs ont considéré ce que leurs proches penseraient de leur participation et d'autres ont discuté de leur participation avec d'autres membres de famille. Le point ici est que nos participants s'engagent dans un processus décisionnel constant en ce qui concerne le partage de leur vécu. Ceci a surtout des implications importantes pour l'offre de soutien à ces gens. Le troisième thème concerne l'implication variable des soins palliatifs. Alors, pour Vanessa, ma mère a eu un médecin de soins palliatifs. C'était sa toute première aide médicale à mourir et c'est elle qui en a discuté avec ma mère, ce qui était un gros soulagement. Que c'était un médecin de soins palliatifs qui était prêt à la parler. Parce que les soins palliatifs, vous savez, ne veulent pas. Ils veulent essayer de vous rendre heureux, confortable et tout, mais vous ne pensez pas que les deux fonctionnent ensemble. Mais dans son cas, cela a fonctionné. Et je pense que c'était un soulagement. Par contre, Mélissa n'a pas ressenti que les soins palliatifs étaient prêts à s'intégrer avec l'aide médicale à mourir. Elle nous partage que lorsque nous sommes allés voir le médecin de soins palliatifs, il nous a dit que la résidence ne permettrait pas que l'aide médicale à mourir soit pratiquée dans leur établissement. Ce qui était plutôt, nous nous sommes sentis plutôt tristes. Alors, c'était soit mourir à la maison avec l'aide médicale à mourir ou aller à l'hôpital et souffrir. Alors, compte tenu de ces thèmes, incluant l'implication variable des soins palliatifs, maintenant, on tourne à la question « Quelle réflexion pour les soins palliatifs au sujet du deuil et l'aide médicale à mourir? » Et pour ce faire, en offrant ces réflexions, je veux introduire deux référents théoriques qui nous aident à réfléchir sur ce sujet. La première s'inspire de l'anthropologue américain Mara Bookbinder, qui, à travers de ses recherches ethnographiques à l'État de Vermont, au sujet de l'aide médicale à mourir dans ce juridiction, elle suggère une nuance
importante au discours que l'aide médicale à mourir est un projet motivé par l'individualisme et qui est motivé par un rejet d'être dépendant et un fardeau sur les autres pour les soins de fin de vie. Bookbinder documente que l'aide médicale à mourir crée par nécessité des dépendances entre la personne qui poursuit l'aide médicale à mourir et ses proches. Ses proches sont fortement impliqués dans le travail logistique, bureaucratique, mais aussi le soutien émotionnel. Un simple constat aide à démontrer le caractère relationnel de l'aide médicale à mourir. Il est très rare que quelqu'un choisisse de mourir seul avec l'aide médicale à mourir. Au contraire, les gens meurent entourés de leurs proches. Alors, comme on l'a vu dans nos entrevues, accompagner un être cher dans son aide médicale à mourir impose une lourdeur émotionnelle et influence grandement le deuil, simultanément dans des directions positives et aussi négatives. Le deuxième idée théorique est la littératie en deuil. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais c'est une traduction libre du concept du grief literacy, qui nous invite à nous questionner au niveau individuel, mais surtout social et culturel, dans quelle mesure avons-nous la compétence et la volonté de reconnaître et de soutenir le deuil. Voici une citation d'Angela Matthews qui se relie à ce concept de littératie en deuil. Bien qu'il ne soit pas possible de partager la douleur, ressentir la présence de l'autrui peut être réconfortante, tout comme le fait de savoir qu'une autre personne est prête à aider ou du moins à essayer d'aider. Alors ici, Matthews soulève l'importance primordiale de la présence totale, inconditionnelle, pour bien soutenir le deuil. Maintenant, ici, c'est très important, je veux préciser que nous, alors moi et Suzanne, nous identifions avec fierté comme membres de la communauté des soins palliatifs. Vu que nous sommes ici aujourd'hui parmi des collègues dans cette communauté, on va maintenant tenter de susciter une réflexion sur la question suivante. À présent, est-ce que la culture des soins palliatifs est bien positionnée à aider ou du moins essayer d'aider les personnes endeuillées par l'aide médicale à mourir? Et si vous me permettez, j'aimerais proposer une petite analogie pour réfléchir à cette question. Alors, personnellement, moi, j'identifie comme homme gay et personne queer. Et je peux vous dire que j'ai toujours été très affecté par l'écart entre les discours de tolérance de l'homosexualité et les discours qui démontrent une forte acceptation et même célébration de l'homosexualité en termes de sa contribution aux conditions humaines. Puis c'est en réfléchissant sur cet écart que je me questionne, est-ce qu'à l'intérieur de la culture des soins palliatifs aujourd'hui, on tolère l'aide médicale à mourir ou est-ce qu'on fait preuve d'une véritable acceptation et célébration de la contribution que cette option apporte aux soins de fin de vie? Et si un écart existe, si nous arrêtons à la tolérance, quelles seront les implications pour nos relations avec la communauté de personnes endeuillées par l'aide médicale à mourir? Ceci est un article qui vient d'apparaître dans La Conversation, rédigé par Jacques Cherblanc et Chantal Verdon et Geneviève Gauthier. Ça ne traite pas de l'aide médicale à mourir, mais c'est un excellent article qui porte sur le deuil en contexte de la pandémie. Mais néanmoins, les auteurs soulèvent deux points que je trouve fort pertinents au sujet du deuil en lien avec l'aide médicale à mourir. Le deuil est méconnu chez nos contemporains, objet de tabou et de crainte. Le deuil éloigne alors qu'il devrait rapprocher. Il n'existe pas de bonne façon de perdre une personne aimée, pas plus qu'il n'existe de bonne façon de vivre un deuil. Alors, considérons ce problème. Le deuil éloigne alors qu'il devrait rapprocher. Y a-t-il des éléments de nos discours en soins palliatifs qui risquent de nous éloigner
des personnes qui ont accompagné un proche dans l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'on peut imaginer des révisions à ces discours pour faciliter le rapprochement envers ceux qui sont endeuillés par l'aide médicale à mourir? Premièrement, on parle souvent de l'aide médicale à mourir comme une option entièrement à part des soins palliatifs. Mais après avoir passé du temps avec les proches ayant vécu une aide médicale à mourir, nous sommes de l'opinion que cette distinction ne résonne pas avec cette population. Pour eux, ce qui compte, c'est les soins de fin de vie. Et si ces soins de fin de vie comprennent les soins palliatifs, tant mieux. Mais s'ils sont forcés à choisir entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir, ils vont choisir l'aide médicale à mourir. Une de nos participantes, Jennifer, a accompagné sa mère toute seule dans l'aide médicale à mourir. Elle a décidé à la maison, mais elle aurait apprécié l'option que sa mère soit acceptée dans une résidence de soins palliatifs. Jennifer nous partage sa confusion par rapport au fait que certaines résidences de soins palliatifs refusent d'administrer l'aide médicale à mourir. Dans ces mots, vous allez à la maison de soins palliatifs parce que tu vas mourir. Donc, je ne comprends quelle est la différence. Vous y allez pour mourir, alors quelle est la différence? Pour moi, la seule différence aurait été être dans un endroit confortable où vous avez le personnel infirmier qui aurait été là pour s'occuper de ma mère au lieu de moi. Mais pour moi, c'était la seule différence. Comme la résidence de soins palliatifs était magnifique, nous sommes allés faire un tour, mais ils ne pouvaient pas administrer l'aide médicale à mourir. Ça ne fait pas de sens. Ça, c'est les mots de Jennifer. Le deuxième discours à réfléchir est l'idée que l'aide médicale à mourir soit une option réservée uniquement comme solution exceptionnelle à des souffrances extrêmes. Ce discours ne figure pas dans les témoignages de nos participants. Au contraire, l'aide médicale à mourir est compris à travers les récits de deuil qui nous ont été partagés comme la meilleure option pour leurs proches, étant donné les valeurs personnelles et la philosophie de vie. Andrea, par exemple, nous a précisé « Quiconque connaissait mon père ne serait pas surpris que ce soit comme ça qu'il soit mort. » Pour plusieurs, c'était évident dès le moment du diagnostic, sinon avant, que leurs proches allaient choisir l'aide médicale à mourir. Le point ici est que nos participants ne se perçoivent pas comme avoir vécu une mesure extraordinaire ou exceptionnelle. En fait, la motivation pour certains d'avoir participé à cette étude était pour dédramatiser l'aide médicale à mourir. Nos participants reconnaissent que l'aide médicale à mourir soit un sujet controversé, mais pour eux, ces controversés ne font pas de sens. Un de nos participants nous a décrit des expériences très marquantes qu'il a eues avec sa mère dans les 10 jours précédant son décès. Et pour lui, ces mémoires servent à remplacer les mémoires de sa mère en douleur. Au sujet de l'idée que l'aide médicale à mourir soit vue par certains comme exceptionnelle, par d'autres comme un suicide, il se fie à ses expériences de ces derniers jours et répond avec une question. Dis-moi, comment pourrais-tu qualifier tout ça comme mauvais? Finalement, le troisième discours à réfléchir est l'idée que l'aide médicale à mourir a raccourci la vie. Pour nos participants, le moment où leur proche ait reçu l'aide médicale à mourir correspond au moment dans le temps où elles étaient destinées à mourir. Nos participants nous racontent à plusieurs reprises l'importance de savoir que la vie de leurs proches n'a pas été raccourcie. Par exemple, Jean, qui a perdu son mari Daniel, nous raconte cette histoire. On reste avec des questions. Est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que la décision a été précipitée? J'ai été chanceux parce que c'est le médecin qui a administré l'aide médicale à mourir. Quand elle a quitté la chambre d'hôpital, elle a dit « Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Restez pas
avec vos questions. Et donc, 1 mois après que mon mari est mort, qu'il soit décédé, là, je suis allée la voir et la première question, ça a été, s'il n'avait pas choisi l'aide médicale à mourir, il lui restait combien de temps? Et puis, elle m'a dit, c'était une question d'heures. Elle m'a dit, moi, je ne pensais pas qu'il allait passer à travers la fin de semaine. Et ça m'a soulagée. Ça m'a apaisé, en fait, en me disant qu'il n'a pas précipité les choses. Il n'est pas allé trop vite. J'avais eu l'impression qu'on m'enlevait quelque chose, que ma vie partait parce que mon mari était ma vie. Et donc, j'avais besoin de réponses. À travers maintenant, je parle de Suzanne, moi et nos collègues sur cette équipe de recherche. À travers nos carrières en recherche et en pratique clinique, nous sommes très sensibles aux différences majeures que fait les soins palliatifs pour les proches qui accompagnent quelqu'un en fin de vie. Après avoir passé du temps avec les personnes qui ont accompagné quelqu'un dans une aide médicale à mourir, on se questionne si ce niveau de soutien est accessible à cette population. À travers nos entrevues, on constate un manque important de soutien pour les expériences des proches et pour leur deuil. Un exemple nous a particulièrement marqué. On a parlé avec une participante qui, après l'aide médicale à mourir de sa mère, a été laissée toute seule dans la chambre d'hôpital. Elle a passé du temps avec le corps, puis ensuite, elle a quitté, tranquillement et toute seule. Suzanne et moi lui a demandé si un membre du personnel soignant lui a parlé. Non, elles étaient occupées. Je pense que peut-être elles mangeaient leur lunch, était sa réponse. Notre participant n'était pas perturbé par ce manque de soutien, mais nous, on l'a été. Pour nous, ça constitue un abandon d'un proche dans un moment sacré, ce qui est inconvenable dans une éthique de soins palliatifs. Alors, comment pourrait-on, comme communauté de soins palliatifs, se rapprocher des personnes endeuillées par l'aide médicale à mourir? Nous suggérons que les histoires de nos participants démontrent qu'un tel rapprochement entre les communautés de soins palliatifs et les proches ayant vécu une aide médicale à mourir serait une expression de nos principes primordiaux. Surtout, soutenir les familles à travers la fin de vie et le deuil et lutter contre la stigmatisation du mourir et les personnes endeuillées. Merci beaucoup.